Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on commence par notre focus du jour. Soyez notre voix, dites au monde que nous ne sommes pas en prison pour rien. Ces mots, ce sont ceux de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix 2023, une journaliste et militante pour l'abolition de la peine de mort en Iran, qui est notre rôle modèle du jour. Et puis, elle a une idée derrière la tech, elle est en plateau aujourd'hui avec nous. Jeanne Dreyfus, bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Au programme aujourd'hui, direction les podiums et leur scénographie toujours plus incroyable, évidemment, les unes que les autres. De quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, il y a peu de temps se clôturait la Fashion Week parisienne, l'occasion pour nous de nous pencher sur les plus belles réalisations scénographiques signées Dior, Chanel. Oh là là là. Bon, on voit ça dans un instant. Et puis c'est notre question du jour, comment révéler les talents pour favoriser l'égalité des chances ? Notre invité pense que la pluralité des parcours et des profils est une chance, à la fois pour les entreprises, surtout à qui il offre un moyen d'accéder à des profils variés, sélectionnés pour leurs aptitudes exceptionnelles et formés par de vrais experts. Ça s'appelle Origami. On en parle avec son fondateur. Bonjour Yann Gabet. Bonjour. Soyez le bienvenu dans l'école du futur. On en parle dans un instant, juste après le focus. Focus aujourd'hui sur Narges Mohammadi. Le 6 octobre dernier, la journaliste et militante iranienne de 51 ans a été désignée prix Nobel de la paix. Une annonce qu'elle a accueillie depuis la prison de Téhéran, en Iran, où elle est incarcérée pour activisme. Son portrait est signé Xavier Terrade. Women, life, freedom. Femmes, vie, liberté. To award the Nobel Peace Prize for 2023. Le prix Nobel de la paix 2023 est attribué à Narges Mohammadi pour son combat contre l'oppression des femmes en Iran et son combat pour promouvoir les droits humains et la paix pour tous. To promote human rights and freedom for all. C'est depuis une prison de la République islamique que la journaliste de 51 ans a appris la nouvelle le 6 octobre 2023. La famille de Narges Mohammadi a salué un moment historique et important pour la lutte pour la liberté en Iran et a dédié ce prix à l'ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l'égalité. Emmanuel Macron s'est réjoui de ce choix très fort pour une combattante de la liberté en détention à Téhéran. La décision du comité n'a en revanche sans surprise pas plu en Iran. En 2016, la militante iranienne y a été condamnée à 16 années de prison pour son activisme en faveur des droits humains, une peine qui a été allongée en août 2023. Le mois suivant, la vice-présidente de l'association Defenders of Human Rights Center avait brûlé son voile dans la cour de la prison d'Evin à Téhéran, un an après la mort d'une étudiante iranienne d'origine kurde qui avait été arrêtée pour port de vêtements inappropriés. Incarcérée, Narges Mohammadi n'a pas vu ses enfants depuis 8 ans. Ils vivent en France avec son mari, loin de leur maman. Ce prix Nobel leur apportera peut-être une source d'espoir. Allez, on vous présente maintenant une école d'un nouveau genre qui ambitionne de former les futurs talents du marketing digital, des profils nombreux et variés. Ben oui, parce que le numérique de demain est avant tout pluriel. Vous allez le voir, on en parle tout de suite dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler en duplex, Yann Gabet. Yann, vous êtes le cofondateur d'Origami. Si j'essaye de définir rapidement Origami, vous allez dire si je me trompe, je dirais école de formation au métier opérationnel du marketing digital et de la data. Est-ce que j'ai plutôt bon ? Racontez-nous, dites-nous tout. Tout à fait, oui. On est donc alors nous, entre nous, on s'appelle une académie pour bien distinguer avec l'école, mais en effet, notre objectif, c'est former pour l'emploi, former, accompagner aussi beaucoup des profils variés qui viennent de tous les horizons vers des métiers, alors du marketing digital, de la publicité en ligne, de la data et des métiers un peu dans l'innovation technologique aussi de plus en plus. Vous voulez donc ouvrir le secteur du numérique à ceux qui peuvent s'en sentir éloignés notamment ? Oui, tout à fait. Alors, il y a ceux qui s'en sentent éloignés, il y a ceux qui en sont éloignés par la force des choses, tout simplement parce qu'en fait, ils n'ont pas fait la bonne école ou qu'ils n'ont pas le bon parcours ou qu'ils n'ont pas le bon réseau, mais qui sont quand même passionnés par ces choses-là, mais donc qui ne sont pas regardés parce que leur CV ne correspond pas à des standards et donc ils passent même pas les premières étapes de sélection.
Et puis, on va aussi sensibiliser des personnes qui n'y avaient même pas pensé, mais pour qui c'est un secteur qui peut offrir des superbes carrières. Ça fait maintenant 6 ans qu'on existe, on a accompagné un peu plus de 1500 profils. Et donc, aujourd'hui, on est le premier fournisseur de profils, selon LinkedIn, par exemple, des agences médias en France. Donc, c'est assez énorme. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer Origami? D'où est-ce que ça vient? Alors, on a 1h30 là, c'est ça? Non, c'est tout simple en fait. Moi, j'ai toujours été passionné par l'éducation. Avant, je travaillais dans des agences médias, j'ai dirigé des agences médias et en fait, je faisais partie des gens qui adoraient onboarder les nouveaux profils et j'ai toujours aimé former les personnes et je me suis toujours rendu compte que on peut faire un bac+5 même dans une école de commerce sans savoir ce qu'est la publicité en ligne réellement. Et en plus, quand je donnais des cours, en fait, j'avais cette sensation qu'il y avait vraiment différentes vitesses, différentes manières d'aborder l'école, en tout cas différents accès. Il y a des grandes écoles, mais qui finalement ont des publics très restreints en termes de représentativité de la population française. Et puis après, il y a pas mal d'écoles de commerce différentes qui vont en fait avoir des approches plus larges, en fait, mais qui n'ont pas forcément des débouchés toujours au niveau. Et donc nous, on a voulu être un chaînon manquant là-dedans. Et je me suis dit, tiens, allez, au lieu de râler, bah, t'as qu'à le faire. Et donc, je me suis lancé avec une première promo avec 2 personnes. Et puis finalement, ça a marché. Puis 2, puis 3 promos. Et puis finalement, on a vraiment eu un essor incroyable post-Covid parce qu'il y avait un boom dans ces métiers. Vous dites, c'est intéressant, vous dites aussi à nos confrères de Madines récemment dans une interview que la majorité des profils exerçant en agence de ces métiers du digital sont peu diversifiés, généralement issus des mêmes milieux socio-économiques avec des parcours et des formations classiques. Ça paraît évident quand on connaît un petit peu le secteur, mais est-ce que vous savez pourquoi et comment ça s'explique ? En fait, c'est difficile. Déjà, c'est des métiers qui sont un peu sous-représentés dans les écoles. Donc, en termes d'orientation, déjà, c'est pas forcément des métiers sur lesquels on s'oriente comme ça naturellement. En plus, quand on recrute, on a toujours tendance à recruter des profils qui nous ressemblent parce qu'on sait on connaît leur parcours d'école, on connaît le nom des écoles, etc. Donc, en fait, comme les personnes qui ont démarré dans ce secteur sont beaucoup issues de ces écoles-là, des entrepreneurs, des entrepreneuses, en fait, qui ont fait ces parcours, bah, du coup, ils vont chercher dans ces parcours aussi. Et c'est vrai qu'auparavant, le marketing et les directions marketing chez les grands annonceurs, c'était aussi des personnes qui avaient fait ce type d'école-là. Et donc, du coup, je pense que c'est un phénomène qui se répète. Et c'est assez classique, alors en France et dans d'autres pays, c'est assez classique ce phénomène de répétition en fait, du modèle, où on va recruter des gens qui nous ressemblent, parce qu'en fait, c'est rassurant et puis qu'on prend moins de risques, en fait, tout simplement. Vous appelez aujourd'hui du coup à un rapprochement entre le monde de l'entreprise et le monde de l'école, de l'enseignement en général, surtout vis-à-vis de la formation à ces métiers auxquels vous formez avec Origami? Tout à fait, ouais. Aujourd'hui, notre enjeu, et c'est ce qu'on fait plutôt bien apparemment, c'est de bien comprendre les métiers et les besoins de l'entreprise et aussi les aspirations de nos apprenants, de trouver les apprenants qui ont les capacités, donc qui savent pas, mais on sait qu'ils sauront faire. Donc du coup, on va aller chercher des capacités avec des tests cognitifs, avec des mises en situation. Donc c'est des gens qui quelquefois ne savaient pas ce qu'était une impression, un clic, donc du vocabulaire courant de nos métiers, mais qui du coup, on va tester est-ce qu'ils ont cette capacité, cette appétence pour l'analyse de données, pour des choses comme ça. Et donc sur la base de ça, on va construire un programme sur la base du besoin, comprendre les aspirations de ces apprenants et essayer de faire matcher les deux pour les former. Alors, juste un petit truc au passage, c'est que au milieu, il y a quand même des acteurs comme France Travail maintenant, Pôle Emploi avant, les OPCO, etc., qui sont ultra dynamiques aussi dans cette démarche-là, puisque c'est vraiment important pour eux aussi. Comment du coup vous vous différenciez? Est-ce que c'est grâce notamment à ce que vous venez de me dire et aux soft skills aussi pour aider, accompagner ces profils qui n'ont pas forcément le parcours ou l'origine sociale attendue, leur donner la possibilité d'accéder à des belles carrières dans le domaine du marketing notamment? Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit l'origine sociale, les parcours, etc. des profils, quand ils arrivent chez nous, c'était des profils qui étaient en demande d'emploi. Donc, c'était des profils qui étaient demandeurs d'emploi. La plupart, d'ailleurs, depuis plus de 6 mois. Donc, c'est des profils qui, pour la plupart, ont perdu confiance. Ils n'ont plus confiance en eux, ils n'ont plus confiance
dans le système, etc. Donc notre premier effort est, depuis qu'on existe, on a créé un parcours de développement personnel. J'ai une associée, Perline, qui est vraiment spécialisée là-dedans, qui est coach, certifiée en MBTI, etc. Donc il y a vraiment cette approche de développement et de connaissance de soi. Et donc on a conçu ensemble un parcours où d'abord on va leur apprendre à se connaître, à connaître leurs points forts, leurs points faibles, à comprendre comment les améliorer. Et puis tout un parcours d'accompagnement qui va les aider en fait à développer des aptitudes complémentaires. Donc en fait, ce que nous on appelle des profils augmentés, dans le sens où ils vont avoir de la questiologie, l'art de poser des questions, de la prise de parole en public et des choses comme ça, qui vont vraiment les aider à se développer. Et ça, c'est quelque chose d'important. Chaque élève chez nous a 5 heures de coaching individuel quand même. Ah oui. C'est un parcours, combien de temps ça dure? C'est un parcours, j'ai lu 15 mois, c'est ça, en format bootcamp hybride. Ça veut dire quoi un bootcamp hybride, Yann? 3 mois de bootcamp. D'accord. Et ensuite 12 mois en alternance, un contrat pro ou un contrat d'apprentissage qui va permettre de finaliser l'apprentissage en entreprise. Mais vos élèves, ils arrivent à trouver une alternance une fois sortis de votre école en ligne, notamment? Ils ne sont pas rattrapés par la jeunesse quelque part de votre école? Alors pas du tout en fait. Déjà, nous, on construit nos parcours pour des entreprises. Donc déjà, il y a des entreprises qui recrutent. Aujourd'hui, on a Dentsu, le groupe Dentsu, le groupe Publicis. Donc les Big Six, en fait, les grandes entreprises de médias, en fait, recrutent énormément chez nous. On a formé des centaines de gens et même des promos dédiés pour eux. Donc déjà, il y a ça. Et en plus, maintenant, en tout cas, particulièrement en Île-de-France et maintenant de plus en plus en région, on commence à avoir une réputation. Et donc on y est allé petit à petit. On commence à avoir une réputation qui fait qu'en fait, on a des appels entrants et des entreprises qui nous appellent parce qu'elles recrutent et que du coup, elles ont envie de rencontrer nos profils. Et cette préparation, ces 3 mois de préparation font la différence en fait. En général, quand on démarre une alternance, on démarre sa formation. Là, c'est des gens qui ont déjà eu 400 heures de formation avant, ce qui est l'équivalent d'une année en heures de formation. Je voyais Jeanne Dreyfus, notre chroniqueuse du jour, qui réagissait. Jeanne, vous avez une question à poser? Ma question, c'est juste, elle est où cette école? Alors, elle est à Paris, à Lyon, à Montpellier. Et on a aussi des sessions qu'on va organiser à Lille, à Nantes, à Toulouse, de temps en temps, sur des lieux qu'on va investir pour l'occasion. Et on a même une filiale à Madagascar et maintenant à l'île Maurice depuis quelques jours. Et c'est une formation qui est gratuite, Yann? Tout à fait. Alors, elle est gratuite. Elle n'est pas gratuite. Elle est financée parce que rien n'est gratuit. Et en fait, elle est financée par France Travail. En tout cas, elle est gratuite pour l'apprenant. Nous, on ne l'ai pas dit, mais parce qu'on ne le met pas forcément en avant. C'est pas un argument marketing pour nous, mais on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc, on est agréé ESUS, entreprise solidaire à utilité sociale. C'est pas quelque chose qu'on crie sur tous les toits parce que on a envie que nos apprenants soient plus fiers de faire nos parcours que d'être dans une entreprise ESUS. Mais en fait, ça, par contre, c'est un marqueur assez fort en interne. Et donc, l'idée, c'est de dire l'argent ne doit pas être un critère d'entrée dans nos écoles. Aujourd'hui, un parcours d'1 an dans une école, ça coûte à peu près 10 000 €. Nous, il ne faut pas que ce soit un problème. Et donc, on a des partenariats assez forts avec des organismes comme France Travail qui vont nous permettre, en fait, d'offrir ces parcours à nos apprenants. C'est pour ça qu'on est sélectif, d'ailleurs. Oui, et puis j'imagine que ça permet aussi de lever un certain nombre de barrières à l'entrée aussi. On va continuer à en parler, si vous le voulez bien, dans un instant, Yann, ensemble. D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet. C'est le Zap et l'œil de Jean Martineau.
Gotta be just... Gotta be kidding me. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité en duplex aujourd'hui avec nous, Yann Gabet, cofondateur d'Origami. Yann, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, on part aujourd'hui dans le monde de la mode, puisque vous revenez sur les plus beaux défilés de la dernière Fashion Week parisienne et surtout de leur scénographie. Absolument, elle se clôturait le 5 mars et encore une fois, les scénographes ont rivalisé d'imagination pour faire des podiums des œuvres d'art Total. Lacoste et son catwalk en terre battue célébrant son fondateur tennisman, amateur de reptiles, Copernic et son atmosphère 2001, l'Odyssée de l'espace, où l'on ne voit pas les tenues, c'est un choix. Acne Studio et ses belles de jour 100% fourrure et cuir à côté de leur fauteuil XXL en pneus luisants. Bref, comme à chaque fois, la mode et le spectacle sont allés main dans la main. Mais pour cette année, l'événement du moment, c'était chez Louis Vuitton que ça se passait. Ça fêtait Louis Vuitton, la maison, le Maletier, fêtait les 10 ans de son directeur artistique Nicolas Ghesquière avec une scéno signée par l'artiste plasticien Philippe Parreno qui avait dessiné ces orbes de lumière complètement éclatés en écho à la vibe futuriste du designer. Bref, toutes ces manifestations, elles répondaient à l'idée centrale du défilé de mode, c'est-à-dire celle de signer un univers qui, aussi éphémère fut-il, entend rester gravé dans les mémoires. C'est un univers qui est celui du directeur des collections avant tout ? Ou alors celui de la marque. En tout cas, c'est comme ça que ça a commencé, cette mode du défilé, ou ce défilé de la mode. Dès 1925, on expérimente l'idée de faire parader des femmes pour faire valoir une marque et sa collection, ici sur un bateau carrément. L'idée des plusieurs saisons par année apparaît en même temps que celle de maisons de haute couture en 1910. Mais on a peu de témoignages en fait des défilés de l'époque, eh bien, parce que les photographes en étaient exclus par peur en fait de la copie des vêtements qui étaient présentés. Évidemment, plus la photo et plus la presse sont devenus omniprésents, plus les défilés gagnent en importance. À partir des années 70-80, Lagerfeld signe pour Chloé un show mémorable en 74. On voit numéro de tenue encore à la main, cendrier posé sur le podium. Au centre, Vivienne Westwood avec son défilé aux airs de carnaval. Et à droite, Versace qui comprend le tournant des années 90 où le top modèle commence à devenir vraiment le centre du show. En tout cas, l'idée de mode, de célébration et de fête était née et n'allait faire que évoluer et s'amplifier. On connaît aujourd'hui la largeur du spectre. Effectivement. Alors aujourd'hui, on revient en 2024, on revient à notre Fashion Week. Est-ce qu'on est dans une année plutôt faste cette année ou pour ce qui concerne les défilés ? Eh bien, c'est une année assez classique, je dirais, sans révolution du genre. Si on prend par exemple le maître en la matière, à savoir Chanel, qui avec Lagerfeld avait vraiment donné ses lettres de noblesse au domaine. On se souvient du moment où il avait tout bonnement recréé la Tour Eiffel pour son défilé automne-hiver 2017, ou de celui où il avait fait atterrir une terre tout simplement aussi couleur de suie, au milieu des mannequins, toujours sous la coupole du Grand Palais. À chaque fois, un même modus operandi, c'est-à-dire un objet monumental, central, qui va incarner tout l'univers du décor alentour et qui va aussi entrer en résonance avec la collection. Et cette année, donc on y revient, cette année, le défilé de Chanel, il était plutôt classique.
et il tournait autour du thème de Deauville. L'objet central, un vaisseau qui diffusait une vidéo immersive auquel répondaient les couleurs pastel des vêtements inspirés des tons changeants du ciel de la Manche, du rose pâle au cramoisi de la dernière minute du soleil avant de disparaître, des cardigans avec des strates de sable, d'eau puis de ciel. Et pourquoi Deauville ? Eh bien parce que c'était là-bas où Gabrielle Chanel avait ouvert sa première boutique en 1912 avant que la ville ne devienne la capitale du chic balnéaire. Mais oui, vous avez cité Chanel, Copernic, Lacoste ou encore Acné, mais pas un mot sur Christian Dior, Jeanne. Non, parce que si Lagerfeld, en fait, eh bien, c'est l'équivalent de l'âge d'or d'Hollywood pour les défilés, c'est-à-dire pas de limite de budget et une volonté de créer des mondes à partir de rien. Les défilés de Dior, eux, depuis la direction notamment en tout cas de Maria Garcia Curie, eh bien, ce serait plutôt un peu l'équivalent du cinéma d'auteur à grande échelle, de Fellini à Peter Greenaway. En fait, ça fait appel à des grandes époques de l'histoire. On se souvient, on en avait parlé sur ce plateau, des décors d'Eva Jospin, toutes en carton et évoquant les folies architecturales du baroque italien. Cette année, la directrice artistique italienne, elle a fait appel à une artiste indienne nommée Shakuntala Kulkarni. Alors, cette artiste, elle a dessiné une armée de sculptures en bambou qui résonne avec les habits tagués Miss Dior qu'on va voir et avec aussi les couleurs sable de ces trenches et de ces sahariennes. Ces structures en vannerie, elles ont été pensées pour, je cite, l'artiste habiller, protéger et métamorphoser les corps tout en se révélant comme une cage aux contours séduisants. Bref, peut-être un clin d'œil à ces folies éphémères que sont les défilés de mode ou une référence à la qualité de la mode et de ses scénographies, de créer les codes et en même temps de toujours donner les moyens de les dépasser. Toujours. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas, pour cette chronique. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on est de retour toujours sur le plateau en compagnie de notre invité Yann Gabet en duplex avec nous aujourd'hui. Yann, je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Origami. On a présenté Origami, vous avez commencé à nous parler de tout ce que vous faisiez, de la formation aussi de manière inclusive qu'on comprend et que j'imagine plutôt, non pas pour dénigrer ce que vous faites, mais que j'imagine plutôt facile par rapport à la question qui se pose réellement, qui est d'aller chercher des emplois qui, eux, sont inclusifs. J'imagine aussi que tout le sujet que vous portez au sein des entreprises, c'est le travail d'éducation et de pédagogie qu'il faut faire auprès de ces grands groupes. Oui, alors il y a plusieurs choses, c'est un vaste sujet. Déjà, il y a en effet le fait de faire comprendre qu'il y a d'autres viviers, mais la plupart de ces grands groupes en fait ont déjà une volonté de départ. Ils ont envie justement d'aller ouvrir leur recrutement. Souvent, le sujet, c'est qu'ils ne savent pas comment le faire. Et en fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet des directions des ressources humaines qui ont cette envie, des directions générales qui ont cette envie. Et puis après, il y a les managers aussi qui vont se retrouver au contact des équipes tous les jours, à qui eux aussi il faut convaincre en fait. Et donc ça, la meilleure manière de convaincre, c'est d'essayer et de montrer que ça fonctionne. Et ensuite, après, ils y reviennent et ça fonctionne super bien. La deuxième chose, c'est que on est assez peu formés, tous et toutes en général, à recruter des personnes qui n'ont pas forcément de l'expérience déjà ou la connaissance. Or là, nous, on va leur présenter parfois des profils qui n'ont pas encore été formés. Et donc là, il faut être capable de recruter des personnes avec cette petite prise de risque, en tout cas plus sur la base du ressenti qu'on va avoir et des discussions qu'on va avoir et du mindset qu'il y a. Là, on fournit des tests cognitifs, mais ensuite, il faut encore pouvoir les lire. Et ensuite, donc du coup, d'avoir des grilles de notation, entre guillemets, ou d'évaluation des profils qui vont être basés là-dessus. Et ça, c'est assez... en fait, voilà, ça s'apprend, quoi. J'imagine. Les principales barrières aussi que peuvent rencontrer les personnes issues de milieux sous-représentés, c'est quoi ? Elles sont confrontées à ces sujets de diversité et d'inclusion quand elles cherchent à se former ou à travailler, notamment dans le domaine du marketing digital. Il y a un sujet aussi autour de la parité femmes-hommes dans cet écosystème auquel vous répondez ? Oui, alors sur la parité, il y a un sujet plus sur les métiers un peu plus techniques. Nous, on a vraiment deux types de métiers. On a des métiers qui sont vraiment des métiers du conseil, etc., qui sont des métiers plutôt côté stratégique. Et puis, il y a des métiers un peu plus techniques, comme le métier du trading. C'est vraiment des métiers très spécifiques à la publicité, ou les métiers du tracking, donc de la mesure et de l'analyse de données, qui pour le coup sont moins féminins, mais sur lesquels on arrive à avoir une parité assez facile. On est même plutôt aujourd'hui à 55-45, 55% de filles.
Les barrières, sinon, elles vont être... Alors, en fait, il y a des barrières des deux côtés. Il y a des gens qui ne postulent même pas, en fait, dans les boîtes en se disant, de toute façon, mon CV, il passera jamais. Et puis, il y a aussi certaines entreprises, alors c'est loin d'être le cas de toutes les entreprises, mais qui vont avoir des réflexes, en fait, de facilité, qui vont faire, encore une fois, qu'elles s'orientent vraiment sur ce qu'elles connaissent. Et pour le coup, ceux qu'elles connaissent, les écoles qu'elles connaissent, etc., n'ont pas forcément cette représentativité à l'intérieur. Donc, c'est plutôt ça les freins qu'on a aujourd'hui. Les types de métiers aujourd'hui que vos élèves peuvent exercer après une formation comme la vôtre, quand on dit marketing digital, qu'est-ce que ça signifie concrètement en termes de métier ? Alors nous, on est sur les métiers du marketing digital avec un angle très publicité en ligne. Aujourd'hui, il faut savoir que ça représente, il y a une étude qui est sortie là, de l'Alliance Digitale, une valeur ajoutée globale de à peu près 10 milliards d'euros en France. Hein, c'est plus que le cinéma et le jeu vidéo réunis. Donc c'est un secteur qui n'a pas forcément toujours bonne presse, mais qui fait vivre aujourd'hui la plupart des médias et qui rend Internet accessible à tous, c'est le secteur de la publicité. Donc en fait, en termes de métiers, on va avoir d'un côté donc les métiers qu'on exerce en agence, du type trader display programmatique, trader search marketing, les gens qui gèrent des campagnes sur Google Ads, etc. Les gens qui gèrent des publicités sur les réseaux sociaux comme Meta, Instagram, Facebook et compagnie, ou TikTok. Et puis, on va avoir les métiers du référencement naturel, donc tout ce qui est mettre en ligne des sites, faire en sorte que les sites soient visibles dans les moteurs de recherche. Et puis enfin, les métiers de l'analyse de données. Donc, ce sont des secteurs qui génèrent beaucoup de données, et donc il faut être capable d'analyser ces données pour pouvoir en fait en tirer des insights intéressants. Voilà. Et puis maintenant, derrière, il y a évidemment l'IA générative qui est venue bousculer tout ça de manière assez forte. On lance des projets là-dessus justement. Et puis le no-code, qui est un phénomène aussi assez intéressant, qui vient et qui est plus visible en fait sur des entreprises de taille moyenne et petites entreprises, mais qui vient aussi bousculer énormément cet écosystème. Vous les formez justement, c'est une question que j'allais vous poser, donc ça tombe bien. Vous formez vos élèves aussi à ces nouveaux enjeux de l'intelligence artificielle, du no-code, de ces technologies qui viennent bouleverser leur métier aussi. Malgré tout, est-ce que ça reste des métiers qui recrutent ? Alors, oui, complètement. Ouais, déjà, ça reste des métiers qui recrutent, les métiers de la pub. Et en fait, aujourd'hui, l'IA telle qu'elle est utilisée aujourd'hui rend les personnes plus productives et leur permet de faire d'autres choses. Pour l'instant, ça ne remplace pas encore les profils. Ça fait des années qu'on utilise l'intelligence artificielle sur les plateformes de type Google Ads, Meta et compagnie. Là, aujourd'hui, en effet, elle est utilisée pour générer des créas, etc. Donc, c'est encore différent. On n'en est pas encore dans le remplacement. Ça peut arriver, hein, ça c'est probable, mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce tsunami-là. Par contre, nous, on accompagne bien sûr sur ces compétences-là, même si on a une conviction, c'est qu'en fait, si on veut former justement sur ces compétences-là, il faut qu'on aille un cran plus bas et qu'on forme sur des compétences transversales qui sont vraiment des compétences d'adaptabilité, des compétences d'appétence sur la technologie, etc., qui sont vraiment centrales. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous apprendre à utiliser une IA générative de A à Z, et dans 3 mois, ce que je vous ai dit sera plus valable. Donc, du coup, il faut être capable de l'apprendre soi-même. Le risque de métier, effectivement. Vous nous l'avez dit, les métiers de la publicité sont par essence des métiers d'ouverture. Si la publicité veut parler à l'ensemble de la société, il faut des personnalités variées en agence. Malgré tout, 35% des Français évincent le sujet de la diversité en entreprise selon une étude de l'INSEE sortie début 2021. Est-ce que vous avez une piste d'explication ? Pourquoi 35% des Français évincent ce sujet-là ? Je pense qu'ils n'ont pas envie d'y rentrer, tout simplement. C'est des sujets qui sont pas simples politiquement, enfin dans une boîte. Alors qu'est-ce que ça veut dire évincer ? Ça veut dire qu'ils n'en parlent pas, ça veut dire que c'est pas un sujet pour eux. Je pense aussi qu'il y a des boîtes dans lesquelles c'est pas un sujet parce qu'en fait elles n'ont pas ce problème en fait, parce qu'aujourd'hui c'est des boîtes déjà très très diverses et sans forcément avoir une politique de la diversité. Chez nous, typiquement, on est 40 aujourd'hui. Il y a des gens de tous les âges, de tous les genres, de toutes les orientations sexuelles, de toutes les origines sociales, économiques, ethniques, qu'est-ce que vous voulez. Et en fait, c'est pas une volonté de notre part, c'est juste naturel en fait. C'est juste qu'on n'a pas de biais dans notre sélection qui sont liés à ça.
Exemplaire. Vous êtes dans les promotions d'origami, en tout cas les élèves diplômés de grandes écoles peuvent côtoyer des élèves qui n'ont pas fait ces grandes études. La mixité et la diversité, donc on l'aura compris avec vous, comme symbole et synonyme de richesse dans le monde du travail notamment. Très très belle initiative. Merci en tout cas 1000 fois Yann d'avoir été parmi nous. Yann Gabet, je rappelle que vous êtes le cofondateur de cette entreprise Origami. Merci aussi à vous, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Fashion Week toujours. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain sur School TV dans l'école du futur évidemment à 12h30. Bonne journée.